Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Favoriser, accompagner et assurer le travail hybride. Audrey Barbier-Lidvac, CEO et cofondatrice d'Official, et Louis de Vibray, Partnerships Development Manager chez Allianz. Je connaissais une personne qui s'appelle Michael Krakowicz, qui bosse chez Task Insurance et qui est courtier. Et donc, qui a répondu à mes questions. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses de ça ? J'ai l'impression qu'il y a des trous, mais je ne suis pas complètement sûre. Est-ce que tu peux regarder ? Il a regardé assez vite. Il m'a rappelé le lendemain en disant, oui, tu as raison, il y a des trous partout. Et il y a une opportunité de créer quelque chose qui pourrait vraiment bien couvrir les travailleurs. Réfléchissons ensemble à comment monter ce produit. Mon job là-dedans, moi, c'est de gérer, de développer ces partenariats. Et pour aller plus précisément sur ce que je fais, au fond, indépendamment de juger de l'opportunité et de l'intérêt que ça a pour le groupe, et puis après de le vendre, si moi je suis convaincu, je deviens convaincant en interne. C'est après de faire de l'ingénierie. Nous décryptons dans cette discussion la collaboration entre un géant de l'assurance et une start-up qui veut simplifier le travail hybride grâce à deux invités, une entrepreneure, Audrey, et un collaborateur du groupe Allianz, Louis. Audrey nous parle du lancement de sa start-up Official en revenant notamment sur les pain points identifiés lorsqu'elle était chez WeWork. Nous détaillons en particulier la solution assurantielle Official Care, créée pour répondre à une demande croissante pour assurer les risques apparaissant dans le télétravail. Nous regardons de plus près les cas concrets et nous penchons sur une jurisprudence pour nous permettre de réellement comprendre à quoi ressemble ce risque. Audrey et Louis nous parlent spécifiquement du partenariat entre la start-up et l'assureur, de la jeunesse de l'idée auprès du courtier, au développement du produit et à sa distribution. Louis nous explique comment il a dû manœuvrer en interne pour développer ce type de produit et vous verrez que c'est tout un art entre la réglementation, l'usage du réseau en interne. C'est un jeu d'équilibriste dans lequel il faut faire preuve de résilience et surtout de patience. Nous mettons l'emphase sur les défis rencontrés lors de la mise en place du produit et Audrey nous livre quelques conseils pour que ce genre de collaboration soit optimisé. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Audrey et Louis. Bonjour Solène. Ça va, Solène ? Ça va, merci, ouais. Ravie de vous avoir sur mon podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Alors, on va parler d'accidents du travail, on va parler d'assurance. Et avant qu'on avance sur ce sujet, j'aurais aimé que vous vous présentiez à notre audience, s'il vous plaît. Je commence parce que je suis la femme. Merci. Non, même pas. non, par principe, ouais, tu commences. Voilà. Quel gentleman. Les plus jeunes d'abord. Merci. Ça, je suis tranquille de jamais commencer en premier. Alors, je suis Audrey Barbier-Lidvac. Je suis la cofondatrice de Official. Official, c'est une entreprise qui a été montée il y a 2 ans et qui a pour ambition de simplifier le travail hybride dans les entreprises. Ouais. Il y a 3 briques. On va parler un peu plus d'une de ces briques, mais le cœur du réacteur, c'est la solution logicielle pour gérer le travail hybride, le booking des places, mais aussi les retrouvailles des équipes. Et donc gérer les mètres carrés et optimiser ces investissements immobiliers. Ça pourrait être le sujet d'un autre podcast pour toi. Merci Audrey, merci. La deuxième brique, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'assurance télétravail, donc Official Care, qu'on a monté avec Allianz et Louis ici présent. Et la troisième brique, c'est la brique conseil, puisque les entreprises ont pris de plein fouet cet ouragan du travail hybride, mais avec un vrai problème de gestion et de change management. Donc, on accompagne pour arriver jusqu'à bien décider comment passer au flex notamment et comment former des managers hybrides, ce qui ne va pas de soi. C'est assez facile quand on est un manager à l'international et qu'on a eu l'habitude d'avoir des équipes qui ne sont pas dans le bureau, ouais. Mais quand on n'a jamais eu l'habitude de ce type de population, alors y a une petite discipline à acquérir. Voilà. Ça marche, merci Audrey. Louis ? Oui, alors je suis Louis de Vibray. Et je suis responsable grand compte chez Allianz dans une direction spécifique qui est la direction commerciale, groupement et affinitaire, qui est dédiée à faire des montages complexes via les techniques de courtage pour tout type de partenaires, y compris non professionnels de l'assurance.
Merci beaucoup. Alors, avant qu'on parle de votre partenariat, puisque c'est de ça dont je voulais particulièrement parler aujourd'hui, j'aurais aimé, Audrey, que tu nous parles donc, du lancement de ta start-up il y a 2 ans, 2 ou 3 ans 2 ans, c'est ça ? Et quart. 2 ans et quart, donc le début, la genèse, et puis la première solution que vous avez lancée, et puis que tu places, ça m'intéresserait aussi, des anecdotes pour nous donner un petit peu de contexte, comme tu l'avais fait quand on s'était parlé la dernière fois. Absolument. Alors, la genèse, elle est assez simple. J'étais directrice générale de WeWork, les espaces de coworking pour la France et l'Europe du Sud. Ça fait une trentaine de bâtiments à travers l'Europe du Sud et la Belgique. Ça représentait 50 000 membres. Et moi, j'ai dû gérer l'étape Covid. Donc, qui rentre, qui sort, qui ne vient pas. Et ça, pour environ 3 000 entreprises dont on ne sait rien des règles internes qui ont été décidées. Et donc, j'ai cherché avec beaucoup de ténacité un outil qui pourrait m'aider à être meilleur que Excel pour savoir quand chaque entreprise allait envoyer telle personne sur place, parce qu'il fallait gérer, évidemment, vous vous souvenez, le ménage, nettoyer chaque poignée de porte, etc. Et puis tous les consommables. Et puis j'ai jamais trouvé, donc on prenait notre téléphone et on remplissait notre Excel pour savoir si entreprise 1 de 200 personnes allait venir demain dans le bâtiment de Milan 1, ou si entreprise B allait venir à Paris, etc. Donc très complexe. Je me suis dit que avec un peu de chance, le Covid nous apprendrait à rentrer dans une nouvelle ère du travail. Et je me suis pas trompée parce que évidemment que personne ne voulait renoncer au télétravail une fois sorti de la crise, et qu'il allait bien falloir accompagner les entreprises et qu'elles vivent moins de galères que moi quand j'étais à la tête de WeWork sur l'Europe du Sud. Donc j'ai cherché les bons partenaires pour créer ce logiciel idéal qui était celui qui était dans ma tête. On l'a lancé avec nos premiers clients en janvier 2021 maintenant. Nos premiers clients, c'était Fox Intelligence et Big Mama, pour ceux qui connaissent ces délicieuses pizzas et nourriture italienne. Vraiment les tout débuts pour gérer leur population et dans les restaurants évidemment, mais surtout au siège. Et pour Fox Intelligence, seulement sur le siège. Et ça permettait de réserver les espaces de travail et de gérer la jauge. Vous vous souvenez, il y avait cette fameuse jauge dont on s'est débarrassé, mais on n'avait pas le droit d'être plus de 40% des effectifs au bureau en même temps. Entre-temps, les entreprises ont appris que c'était une bonne manne pour faire des économies sur l'immobilier. Et ça, c'est la genèse. Et donc, c'est ce que je te disais dans l'intro, c'est vraiment le cœur de réacteur. On est passé de 2 petits clients à 30 puis 200, maintenant avec plus de 6000 utilisateurs de cette plateforme. Et ça continue de grandir. Et on a eu, alors sur ta deuxième question qui est comment est-ce qu'on est arrivé à créer Official Care et à rentrer sur cette histoire du télétravail, c'est qu'à force de rencontrer des DRH et des entreprises qui nous partageaient leurs galères, il y avait celle de on fait comment en fait pour ne pas tout le temps activer l'accident du travail quand il y a un accident qui se produit au domicile et qu'on n'est pas sûr que ce soit complètement lié au travail. Parce que comme tout le monde le sait, quand on est à la maison, on fait plein d'autres choses que travailler, beaucoup travailler, mais aussi lancer une machine, aller chercher ses enfants à l'école, faire un petit footing, et pas tout le temps entre midi et 2, parce que quelquefois on a une petite heure entre 2 Zoom calls pour aller se couper les doigts en jardinant, par exemple. Au hasard. Ça sent le vécu, Mais ce sont des vraies anecdotes et pour celles que je partageais, il y avait notamment une chef d'entreprise qui a une très belle entreprise d'immobilier et qui me disait, moi un jour j'ai un salarié qui est rentré chez lui un mercredi après-midi et il avait oublié son chargeur de portable dans sa voiture et il a dit à ses enfants de 3 et 5 ans, attendez papa, j'en ai pour 2 secondes et je remonte. Les 2 enfants se sont penchés à la fenêtre, 5e étage, chute des enfants. Ça, c'est pas un accident du travail. C'est pas un accident qui est couvert par l'entreprise et c'est pourtant des choses qui sont malheureusement, et on a lu dans la jurisprudence d'autres types d'accidents probablement moins graves, mais quand même, maman est en Zoom et les enfants sont en train de jouer et se blessent. Comment on fait? J'ai un Zoom call qui se termine à 18h10, à 18h15 je fais un AVC. Est-ce que c'est un accident du travail? Voilà. Donc on a vu et entendu au-delà de tout ce qu'on peut imaginer sur je fais du sport, des choses un peu risquées, du jardinage, je me broie le pied sous ma tondeuse à gazon.
plein de choses que les entreprises n'ont pas forcément envie de déclarer en accident du travail, mais pour autant, ils ont envie de bien protéger leurs salariés auxquels ils tiennent et dont ils ont besoin. Donc ils ont à cœur de bien les traiter, mais sans mettre à risque les finances de l'entreprise, parce que dans le cadre de cette femme qui nous partageait cette anecdote horrible sur les enfants qui se jettent par la fenêtre, c'est une médiation, parce que devant le juge, qui est responsable de cet accident? Est-ce que c'est l'employeur qui a dit d'accord, tu peux aller travailler et surveiller tes enfants? Est-ce que c'est pas du tout l'entreprise, mais en même temps, qui va prendre en charge Et dans ce cas-là, comment ça s'est passé? Ça a été une médiation, mais où ils ont été très généreux. Mais elle m'a dit que potentiellement, si elle passait devant le juge, elle avait peur de mettre la clé sous la porte, parce que les indemnités auraient pu être extrêmement élevées selon la responsabilité que le juge aurait attribuée ou pas. Voilà pour les anecdotes réjouissantes. Là, oui. Ok, donc en effet, toutes ces anecdotes remontent au fil des discussions que tu as avec tes clients, ou même en prospection, j'imagine. Et là, tu décides de lancer cette offre Official Care. Alors, est-ce que tu avais en tête que tu allais lancer ce produit d'assurance, ou est-ce que c'est le fruit d'une rencontre qui t'a amené à penser à ça ou pas? C'est le fruit d'une rencontre. J'ai cherché un peu, j'ai un petit background juridique et j'avais un peu travaillé dans l'assurance dans ma jeunesse. Donc du coup, j'avais en tête que l'accident du travail pour moi fonctionnait pas là-dessus, et je cherchais, parce que toutes les entreprises me disaient mais moi c'est bon, je suis couvert, j'ai l'accident, l'assurance habitation. Oui. Non. Ça va pas être possible. Donc j'ai regardé, j'ai cherché les trous, et il se trouve que je connaissais une personne qui s'appelle Michael Krakovic, qui bosse chez Task Insurance et qui est courtier, et donc qui a répondu à mes questions. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai l'impression qu'il y a des trous, mais je suis pas complètement sûre. Est-ce que tu peux regarder? Il a regardé assez vite, il m'a rappelé le lendemain en disant oui, tu as raison, il y a des trous partout, et il y a une opportunité de créer quelque chose qui pourrait vraiment bien couvrir les travailleurs. Réfléchissons ensemble à comment monter ce produit. Super. Donc c'est lui la matière grise derrière le produit. Parfait, merci. Alors on va parler de votre rencontre avec Louis un peu plus tard. Louis, avant qu'on parle de ce début de partenariat ensemble et comment ça s'est passé, j'aurais aimé que tu nous expliques plus spécifiquement ton rôle, ce que tu as dit, le titre que tu avais, mais pas vraiment spécifiquement ton rôle au sein d'Allianz. Ce que j'aimerais savoir, c'est d'une manière générale, comment le groupe a l'habitude de travailler avec des startups. Est-ce que c'est fait de façon centralisée? Est-ce que c'est décentralisé? J'aimerais que tu donnes des éléments de clarté pour l'audience. Oui, alors je vais commencer par ce qui se passe dans le groupe avant de parler de ce que je fais. Ouais. Comme tous les grands groupes, les points d'entrée sont multiples. En réalité, avec les startups, on a beaucoup de façons, il y a beaucoup de points d'entrée différents, et on a beaucoup de façons de travailler. On a un incubateur spécialisé sur les startups, donc on en finance certaines, donc ça c'est un premier angle. Et puis après, les contacts sont multiples. Je ne vais pas tout décrire, mais c'est des choses qu'on a à cœur de faire. En ce qui me concerne, moi, par définition, s'il y a un produit d'assurance à créer avec une start-up, c'est chez moi que ça va tomber. Tout simplement parce qu'on est identifié, on a une direction spécialisée, une direction commerciale, spécialisée sur l'affinitaire et les groupements, et on travaille main dans la main avec des alliés, dont une direction technique qui, elle, souscrit pour toute la partie produit et qui, elle aussi, est spécialisée sur ce type de deal. Donc voilà comment concrètement on fait. Et mon job là-dedans, moi, c'est de gérer, de développer ces partenariats. Et pour aller plus précisément sur ce que je fais, au fond, indépendamment de juger de l'opportunité et de l'intérêt que ça a pour le groupe, et puis après de le vendre, si moi je suis convaincu, je deviens convaincant en interne. C'est après de faire de l'ingénierie finalement, si on voulait comparer ça à d'autres activités. Parce que c'est compliqué. Il y a une partie création de produits, il y a une partie montage juridique, il y a une partie financière, une partie de distribution. Donc il faut câbler tout ça. Et dans une compagnie, j'ai un rôle qui est très transversal finalement. Ouais. Voilà. Et tu sais qui actionner suivant le besoin qui t'est reporté par la Surtech. Exactement. Moi, mon job, c'est de bien comprendre les besoins, de voir si c'est jouable ou pas chez moi. Et si c'est pas, c'est pas. Et puis après, de mettre au bénéfice de ces besoins toutes les structures du groupe. C'est-à-dire qu'il y a ce que je fais moi, mais derrière, il peut y avoir de l'assistance, il peut y avoir de la protection juridique. Un groupe comme Allianz a beaucoup de structures spécialisées.
Et moi, je vais faire le go-between. Ouais. Je vais aller chercher, c'est moi qui vais piloter, et les gens vont venir me voir en disant, Louis, ta feuille de route, c'est ça. Eh ben, nous, ce qu'on pourrait faire, c'est ça. Tel produit d'assistance, tel produit de protection juridique, tel autre produit. Est-ce que tu te positionnes comme sponsor du projet donc d'Audrey, par exemple? Clairement. Et est-ce que Clairement. Je suis sponsor là-dessus. tu es sponsor, et est-ce que du coup, quand Audrey vient te voir, et on verra comment ça s'est passé, tu challenges les chiffres, enfin les prévisions du BP d'Audrey sur ce produit-là, ou est-ce que tu mets en relation avec la direction financière? Je ne sais pas, hein. En tout cas chez vous, la personne qui va aller challenger l'entrepreneur sur ces Non, chiffres. c'est intégré chez moi, ça. C'est-à-dire que l'expertise distribution, c'est moi. Donc, je reçois... D'abord, il faut savoir de quel produit on parle avant de faire le BP, parce que sinon, c'est pas la même chose. Et puis, une fois qu'on a un BP, c'est moi qui ai le challenge, qui me dit oui, vu ce que j'ai déjà fait, ça paraît jouable ou pas. Vu ce qu'on connaît par ailleurs, ça paraît jouable ou pas. Je partage ça avec mes petits camarades, direction technique quand même si c'est moi qui ai le dernier mot sur le sujet. Ouais. Et puis voilà, tout simplement. D'accord. Et alors, dernière question pour vraiment bien comprendre, parce qu'en matière de tech, il y a une énorme créativité et il y a moyen d'être en effet très créatif avec des produits financiers ou des produits d'assurance. En ce qui concerne les montages, est-ce que il y a une forme de créativité aussi de ton côté, en tout cas des équipes spécialisées en assurance, pour monter quelque chose qui soit vraiment sur mesure pour le besoin qui est reporté par la SurTech? Alors, Ou vous prenez plutôt sur l'étagère? on fait C'est les pas deux. très clair ma question. Si, c'est super clair. Non, c'est super clair. Je réfléchissais à la façon la plus futée de répondre. Parce qu'en fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer l'eau chaude s'il n'y a pas matière A. Donc, si on a des produits, entre guillemets, sur étagère, mais on est obligé de les régler. C'est-à-dire que chaque produit sur un tarif va être dépendant de la façon dont c'est distribué, des volumes considérés. Et donc, on n'a pas de vraie étagère. On a de l'étagère, mais pas à ce point-là. Donc, au mieux, c'est de la demi-mesure ou du prêt-à-porter un peu arrangé, adapté, donc de la demi-mesure ou du sur-mesure. C'est les deux. D'accord. Après, le mieux, c'est tout de même que l'InsurTech, ou la start-up en général, elle est quand même une idée. Sinon, mais la preuve, en l'occurrence, on sait faire preuve de créativité, mais on ne peut pas être que bureau d'études. C'est ça mon message. Il y a des choses qui existent, et puis il y a des choses qu'on va créer sur mesure. Ouais. On a une capacité à créer, mais après, l'univers de l'assurance est très contraint. Oui. Il faut bien avoir conscience de ça. Et, Enfin, la finance en général. c'est quand même très contraint. Et les autorités de contrôle, le régulateur, les directives européennes qui régulièrement en rajoutent des couches tous les ans, au moins tous les ans, nous simplifient pas la tâche. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que j'étais clair? C'est très clair. Merci Louis. Alors Audrey, quand il s'agit du choix, si on revient sur le choix de l'assureur, comment est-ce que tu as été amené à choisir Allianz? Comment tu as fait ton shopping en fait? Moi, je m'en suis complètement remise au bon conseil de Michael Krakovic, qui m'a dit, pour ce projet, on ne va pas tellement choisir une boîte d'assurance plutôt qu'une autre, on va trouver la bonne personne. Et donc, il a dit, dans toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, la meilleure personne, c'est Louis. Et c'est comme ça qu'on c'est super ça. s'est rencontrés, parce qu'il a dit... Merci. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est est-ce que tu as un sponsor? Oui, il fallait trouver le plus gros sponsor de celui qui allait avoir la vision, l'énergie et l'envie de porter ce projet, parce que comme tu viens de le dire Louis, c'est quand même assez complexe et c'est des énormes boîtes que les startups de ma taille n'arrivent même pas à imaginer. Enfin, du coup, moi, je suis rentrée dans un vortex que... j'avais pas en tête, j'ai jamais bossé pour une aussi grosse boîte, donc c'était très compliqué pour moi d'imaginer tous les haies que tu as dû sauter pour arriver jusqu'à ce qu'on produise cet official care. C'est vrai que ce sont des univers, hein. Mais bon, après quand on les connaît et qu'on est dedans, comme dans tout écosystème, on sait s'y déplacer. Ce qui pouvait m'aider aussi, c'est vraiment des manœuvres. Je vois c'est des manœuvres. voile, c'est vraiment des manœuvres. C'est vraiment des manœuvres, et moi je fais ce job-là depuis 2008. Voilà, donc ça c'était avec le différentes talent, façons d'intervenir, mais pas toujours au même niveau de responsabilité. Mais enfin, du coup, non seulement je connais les arcanes de ces organisations-là, et au fond, c'est pas si compliqué que ça quand on est dedans, et leurs évolutions.
Voilà, donc le talent de Michael, c'est d'avoir déniché Louis. Et no offense pour Allianz, mais du coup, si tu avais travaillé chez un concurrent, on aurait été chez le concurrent. On va pas se mentir. Ok. Alors, première prise de contact, tu sais à peu près quel genre de produit tu veux. Louis y répond, j'imagine que ça n'a pas été non plus trop compliqué en termes de créativité. Je ne sais pas, à toi de me corriger. Moi, je crois que j'arrivais avec un cahier des charges de novice en assurance qui était Louis, j'aimerais que tu crées le produit dont j'ai besoin pour mes salariés et en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire, je ne veux pas aller payer pour une assurance que j'aurais déjà par ailleurs avec ma responsabilité civile, cette fameuse assurance habitation qui ne sert à rien, évidemment, mais l'accident du travail, etc. Allons chercher juste les trous. Qui sert pour la maison, mais qui sert pas là. Pour les canapés, mais pas pour les gens blessés. C'est ça. C'est ce que les gens ne savent pas. Les peintures, exactement. Et donc, du coup, je lui disais, je voudrais que ça aille couvrir uniquement ces points qui ne sont pas déjà couverts par ailleurs. Je voudrais qu'il y ait une assistance géniale parce que si jamais il m'arrive pas l'accident en tant que chef d'entreprise, j'aurais eu l'impression de payer pour rien. Et j'imagine que c'est un réflexe qu'ont les assurés, c'est toujours se dire ah bah oui, mais enfin si je tombe pas et que je me cache jamais rien et que je cotise éternellement. Donc la partie assistance, elle était très importante et tu l'as vraiment saisie immédiatement de dire bah dans cette nouvelle ère du travail hybride, qu'est-ce que c'est une assistance télétravail qui a du sens? Et c'est ça qui était compliqué. Et puis surtout, je voulais que ce soit pas cher parce que une start-up, c'est pas riche. Ouais. Et on veut vraiment bien assurer. Donc une fois que j'ai donné à Louis et Michael en disant il ne faut pas que ce soit plus que 2,50 € par collaborateur et par mois. Il faudrait qu'on ait un éventail de services et d'assistance génial pour qu'on ait vraiment un rapport aux produits qui soient très proches et évidemment qu'on soit extrêmement bien couvert en cas d'accident. Du coup, c'était un peu débrouille-toi avec de la farine, des œufs et du beurre. Donc là, ça a été assez créatif et ça a demandé de pas mal de réfléchir. Et Michael, il a joué pleinement son rôle là-dessus parce qu'il connaît bien l'assurance. Oui, Michael, il est arrivé très vite en disant que ce serait une garantie accident de la vie, qui est une garantie qui existe déjà et qui est classique chez les assureurs. Voilà. Alors comment justement on s'assure que cette offre d'assurance est rentable et que chacun y trouve son compte? Est-ce qu'il s'est mis en place une espèce de négociation entre toi en interne, Louis, avec tes différentes contreparties et également côté start-up? Il y a eu des arbitrages ou pas? Alors honnêtement, on était tellement focus sur la partie création du produit que je pense qu'on s'en est remis à quelque chose de complètement classique et des expériences de Michael et Louis. Nous, pour le coup, on n'allait pas réinventer l'alliance avec Allianz. Sur la rentabilité, nous, dans tous les cas, et c'est ce qu'on a fait là, précisément, on va faire le business model. C'est-à-dire qu'on a des données, on a de la data, on a de l'expérience et on peut challenger par rapport au produit qui est fabriqué, parce que le produit, alors certes il est classique, mais il est distribué de façon tout à fait atypique par rapport à ce qu'on fait, donc ça donne pas les mêmes fréquences. Bien. Voilà. D'abord, toi Audrey, en termes de distribution, donc comment vous envisagez-vous de packager cette offre? Comment vous la packagez déjà actuellement? Est-ce qu'il y a également des notions de marque blanche éventuellement? Et puis je te poserai la question à Louis. Je poserai la question à Louis après en ce qui concerne justement la cannibalisation et la distribution de ce type de produit au sein du groupe. Aujourd'hui, nous, le produit, il s'appelle Official Care. Ouais. Donc, Allianz apparaît en tant que partenaire. On dit Official Care by Allianz. Ouais. Mais en tout cas, on cite Allianz dans le partenariat. Donc, c'est pas complètement incolore non plus. Parce qu'on pense que c'est important d'avoir quand même le crédit d'un assureur reconnu pour pouvoir vendre ce produit. Sur le marketing, c'est nous qui avons complètement la main. Donc du coup, sur le logo, les documents, la façon dont on prospecte, on le distribue via notre cœur de réacteur qui est le logiciel, donc à nos clients actuels, mais aussi à nos prospects. Et bientôt, éventuellement, ça dépendra de Louis, à des clients qui sont déjà équipés par ailleurs, peut-être d'un SIRH qui sait reconnaître le télétravail et faire du booking de bureau. Éventuellement, on pourrait leur proposer le produit. Mais on verra pour un prochain épisode. Peut-être tu feras un edit sous le podcast pour dire que c'est lancé. Parfait. Une des questions que je me posais, Louis, dans la mesure où le produit n'existe pas en tant que tel dans l'offre assurantielle du groupe Allianz, est-ce qu'il y a une volonté de mettre ça en place ou est-ce que vous avez quand même une éthique qui fait que certains produits qui sont développés pour des sociétés comme Official sont gardés, je dirais, il y a un copyright avec Official qui est déterminé en amont?
comment ça, éventuellement une éthique? Mais oui, il y a une éthique. sinon, dans ma magnifique activité, on serait grillé sur le marché si on développait des trucs avec les uns et qu'on les refile aux autres, etc. Donc, ça serait la mort de mon job et d'Alliance sur ce marché-là. Donc, rien ne sera fait sans l'accord d'Official. Maintenant, et de Task. Pour le coup, parce qu'il y a toujours un courtier dans l'histoire. Sinon, moi, je ne peux pas distribuer des produits d'assurance si je n'ai pas un intermédiaire et si je n'ai pas un courtier. Donc, sous réserve de l'accord d'Official, pour l'instant, on ne bouge pas une oreille et c'est leur produit en marque blanche tel qu'il existe. Mais, comme tu le disais justement, comme c'est un produit qui n'existe pas dans le groupe, on n'a pas trop de difficultés pour avoir des craintes, puisque un groupe d'assurance a plusieurs façons de distribuer les produits. Il y a les agents, il y a les réseaux salariés, etc. On est assez confiant sur le fait que ça ne posera pas de problème à nos autres réseaux internes de distribution. Top. Quand vous regardez à posteriori, parce que c'est un chemin, j'ai senti quand même que ça avait été un chemin semé de petites embûches, obstacles et haies. Selon vous, quels ont été les principaux challenges rencontrés dans cette progression, dans ce chemin commun? Et a posteriori, quelles recommandations vous feriez à des startups qui nous écoutent et qui veulent monter des produits d'assurance? Le principal problème, c'est l'espace-temps. C'est ce dont on parlait. Le temps dans une start-up, il se compte en heures. On va sortir une nouvelle feature sur notre logiciel en 2 heures. Plus souvent en quelques jours ou en quelques semaines, mais notre espace-temps, il est extrêmement réduit. On a peu d'argent et le temps, c'est de l'argent, donc on va toujours très vite et on prend des décisions sur le coin d'une table, même si elles sont réfléchies. L'espace-temps dans un grand groupe comme Alliance, 1 heure pour moi, c'est probablement 1 mois pour eux. Donc moi, ce que j'imaginais sortir assez vite, parce que finalement, nos premières réunions, elles ont été très fructueuses. Louis et Michael ont réfléchi assez vite et ce produit s'est dessiné assez rapidement. Tout à fait. Donc moi, je dirais qu'entre le moment où on a parlé et le moment où on a sorti dans la presse le produit, s'est écoulé probablement 18 mois, quand moi, j'avais en tête quelque chose comme 4 mois. Donc, T'étais un peu désespéré. Mais non, mais honnêtement, je comprenais absolument pas comment ça pouvait être aussi long. Et donc, du coup, j'ose pas imaginer ce que ça a été pour Louis et les trésors de patience qu'il doit développer pour passer toutes ces étapes et faire accepter le produit à l'issue de 15 000 réunions sur le même sujet. Enfin, moi, j'ai en tête à un moment où on a cru qu'on allait tout laisser tomber. J'étais en vacances, on est au mois d'août. Je crois que toi, tu étais au bureau et je faisais les allers-retours sur la plage de Bidart. Je me disais, mais Louis, mais je croyais que c'était fini. Pourquoi est-ce qu'on repart à zéro le 15 août? De quoi tu parles? Voilà, donc il y a ces choses qui sont culturellement des chocs improbables. Ce qu'il faut dire, c'est que d'une part, je remercie Audrey de m'avoir fait confiance parce que je l'ai tenu au courant au fil de l'eau de tous les obstacles en toute transparence. Il a pris mes coups de téléphone à tout moment. Donc, voilà. Donc, déjà. Alors, c'est un peu atypique. Heureusement, on fait mieux que ça. Mais là, on a été confronté à des obstacles majeurs et la mise en place, parce que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que les assureurs ont, du fait des directives européennes et des régulateurs, l'obligation de vérifier plein de choses. Et que ça s'accumule et que ça amène chez nous à créer des instances de décision qui n'existaient pas avant, qui se mettent en place là. Et plus on est sur de l'innovant et des choses qui n'existent pas, plus ça monte dans ces différents systèmes de décision et ces instances qui n'existaient pas et qu'on n'avait pas pratiquées. Mon erreur sur la perception du temps, parce que j'avais en tête quand même qu'on était en train de concevoir quelque chose qui n'avait jamais été fait, etc., c'est que je me suis dit, Louis, il a une armée derrière lui, et donc ils vont être d'une efficacité avec les moyens d'Alliance, ils sont très riches, ils sont très nombreux, ils sont très forts, très expérimentés, mais en fait, ce que j'avais pas, c'est en fait, c'est pas une armée, c'est des arcanes administratives, juridiques, etc., que tu dois actionner, tirer des ficelles au bon moment, etc. Et donc, en fait, plus c'est grand, plus c'est lourd. Oui. Alors que j'imaginais une force de frappe qui est en fait un poids extrêmement lourd à soulever. Non, ça c'est le propre, mais en même temps, c'est vrai qu'on a des ressources. Il faut bien savoir que mon activité, c'est l'équivalent d'une petite compagnie d'assurance. Donc, mais on est quand même relié au groupe et il y a des instances de décision diverses et variées. Et ça, il faut passer par différents comités.
et des choses qui se sont mises en place récemment. Les fameuses instances auxquelles moi j'ai participé là, j'y avais jamais participé avant. Ouais. On a dû improviser. Très intéressant ce retour d'expérience, hyper terrain. Merci beaucoup à tous les deux. Au final, tu n'as pas terminé sur les recommandations que tu donnerais aux startups qui nous écoutent et qui veulent opérer dans cet environnement. Je On a crois compris que ta frustration, mais justement, non, mais c'était en filigrane. C'est ma première recommandation, c'est faites-vous accompagner pour trouver la bonne personne. N'ayez pas en tête. Je pense que c'est vraiment cette relation avec Louis qui a tout changé. N'ayez pas en tête une entreprise plutôt qu'une autre. Trouvez votre sponsor et la personne en qui vous avez confiance. Moi, je pense que dans ma vie professionnelle, la capacité à faire confiance à quelqu'un et à se dire que on ne sera pas lâché au milieu, c'est le plus important. Et donc, c'est ce qu'on a trouvé avec Louis. Et ce que je souhaite à toutes les startups, c'est de trouver cet ambassadeur qui va porter le projet comme s'il faisait partie de l'entreprise. Tu as été official pendant 18 mois au final et tu t'es battu pour nous. Donc c'est ça le premier conseil. Trouvez la bonne personne au bon endroit, en qui vous avez confiance et avec qui vous avez une ligne directe. On s'est appelé à tout moment. Tu as toujours été transparent, etc. Donc c'est ce que je souhaite et ce que je conseille à tout le monde. Le deuxième conseil, évidemment, c'est celui qui émane de la frustration sur le temps. C'est apprenez le temps long et prévoyez-le. On parlait tout à l'heure, en dehors de ce micro, d'AssureTech qui se monte et qui lève de l'argent en prévision de créer juste ce produit. Je me demande si moi, pour plus de tranquillité d'esprit, j'aurais pas dû lever de l'argent juste sur cette verticale-là pour m'acheter de la sérénité au final. Parce que développer un produit logiciel plus du conseil et être en train aussi de monter cette assurance, c'était ambitieux et je ne le voyais pas arriver. Je vais y arriver. Je pense, et d'ailleurs, nous, retour d'expérience, c'est comme ça qu'on a procédé avec pas mal de startups, c'est-à-dire qu'ils sont venus nous voir et ils avaient en amont de tout ça, réfléchir, penser au temps de démultiplication et parfois envisager des produits un tout petit peu moins révolutionnaires pour commencer et enclencher après le processus de partenariat. Et ils ont intégré dans leur processus de mise en marché ce temps un peu plus long. C'est vrai qu'il a été trop long, mais un peu plus long. À un moment donné, c'est le résultat qui compte. Exactement. Merci beaucoup. Audrey, si on peut te demander les prochaines étapes pour Official, à quoi ça ressemble ? Les prochaines étapes, c'est maintenant que tout le monde a bien compris que le travail hybride était là pour durer. Du coup, pour nous, c'est continuer le développement commercial. Et du coup, maintenant, c'est possible en parallèle de la solution logicielle Official Planning en même temps qu'Official Care. Donc, c'est là-dessus qu'on se dirige. Parfait, merci beaucoup. Alors, je clôture par une recommandation d'un ouvrage de podcast ou autre de votre part. Donc, je vous écoute. Moi, je vous conseille un livre que j'ai pas tout à fait terminé, mais qui m'enthousiasme énormément. J'ai même été écouter des podcasts de l'auteur. Ça s'appelle « Ralentir ou périr ». L'économie de la décroissance par l'économiste Timothée Parikh, qui remet en cause le PIB comme indicateur du classement des pays dans le monde et qui parle de la décroissance et de à quoi pourrait ressembler un monde dans lequel on poursuit plus des objectifs de croissance permanente. Et c'est passionnant et je crois que c'est aussi extrêmement important pour la survie de l'humanité de lire ce livre. Merci. Alors moi, je ne vais pas avoir de conseils de lecture, mais je voudrais juste citer quelqu'un, ce qui me paraît, même si c'est un peu général, c'est un écrivain qui s'appelait Henri Miller, et qui disait « L'homme de cœur croit, et le monde appartient à celui qui croit le plus ». Ça te va très bien. Merci. Dans ce type de projet, il faut des gens qui croient et qui donc communiquent cet enthousiasme-là et qui sont capables de le partager. Merci beaucoup. Super collaboration. Allez, à bientôt. Merci Solène. Merci Solène. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.